Carnet de voyage est une série de 2 films sur des jeunes qui s'interrogent sur leur avenir et celui de la planète. Ils réalisent des reportages journaliers sur la gestion de l'eau en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et au Québec. Ils sont à la fois réalisateurs, acteurs et écrivent sous la forme d'un journal de voyage leur impression du jour. Quatre jeunes, déscolarisés du Centre social Albert Camus, qui travaillent autour des métiers du bâtiment, ont accepté de parler librement devant la caméra. Youssef Bouezila, 19 ans, a une formation d'animateur sportif. Karim Oussaïdi, 18 ans, déscolarisé, suit un programme à la mission locale Insertion dans le bâtiment. Sarah Raoult, 18 ans, suit une formation d'éducatrice. Et Nadir, 18 ans, qui a repris l'école. 3 jeunes de la Maison des Jeunes Côte des Neiges qui ne sont plus à l'école, mais qui rêvent de travailler dans le grand monde des médias. 3 jeunes qui ont suivi pendant 6 mois une formation audiovisuelle à travers un projet innovateur, un projet de caméra sociale avec Jean-Philippe Catelier. Kevin Duverglas, 19 ans, d'origine haïtienne. Fixe, des fontaines de vœux, des fontaines chanceuses, l'eau précieuse, tranquille et courageuse, qui avance et circule en Provence. Marie-Ève Milot, 26 ans, québécoise. Je n'ai jamais vu de mon existence tant de sources, de fontaines de vie. L'eau jaillit du sommet des fontaines. Nashwa Mazil, 18 ans, né en Haïti. Quelques minutes après, je ne voyais de rien dehors. Les vallées étaient envahies par le brouillard. Après quelques minutes, il n'y a rien. Notre expérience commence le 15 octobre à Aix-en-Provence. Première partie. Joyeux anniversaire, Bonjour, je m'appelle Nashwa Mazil et j'ai suivi une formation de audiovisuel au Canada et ça s'appelait Caméra Côte des Neiges. Puis maintenant je suis en France et puis on a un projet de film avec des jeunes de Corsica, j'espère que ça va aller bien. Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Milot, j'ai 26 ans. Moi, je fais partie de Caméra Côte des Neiges. C'est un programme où on a appris des techniques audiovisuelles. Donc, moi, j'aime beaucoup le cinéma, j'en mange même. Donc, tous les projets m'intéressent vraiment beaucoup. C'est pourquoi, moi, quand j'ai entendu parler du projet Carnet de voyage, j'ai tout de suite été emballée. Puis j'ai voulu faire mes valises aussi en même temps pour aller rencontrer Nathalie et les jeunes de Corsica. Bonjour, je m'appelle Kevin Duverglas, j'ai 19 ans. C'est ça, je suis toujours à l'école, secondaire 5. Je fais partie de Caméra Côte des Neiges depuis 8 mois. Je fais une formation pour 6 mois. Et là, maintenant, je fais une autre formation en France avec Nathalie. On fait un documentaire qui s'appelle le Carnet de voyage. Puis c'est ça, j'aime ça. Bonjour, je m'appelle Youssef Bouezila, j'ai 22 ans. J'ai un diplôme qui s'appelle le BAPAT, qui consiste à être animateur social et sportif. Je trouve que c'est un bon projet autour de l'eau, l'électricité, apprendre la vidéo, je connaissais pas ça. Franchement, c'est bien. Pourquoi tu as voulu participer à ce projet de film avec des Québécois? Parce qu'au début, moi, je voulais être acteur. C'est vrai? Mais il fallait faire du théâtre, tout ça, et c'est pas pour moi en fait. C'est pas trop pour moi le théâtre. J'aime bien en fait, voilà. Je sais pas, c'est compliqué à expliquer. Tu as quel âge toi? 18 ans.
Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Je voudrais faire marin, Ah ouais. aller à la marine, fusil marin. D'où ça part l'eau. Donc on est parti, on est allé voir les fontaines partout à Aix, sur Aix en fait, on est allé voir toutes les fontaines. On a fait des reportages sur le barrage de Bimont. On est allé voir un conteur qui nous a raconté comment ça se passait, l'histoire de l'eau avec les Romains. On est allé voir la maison de l'eau. On a appris sur les laveries, comment ça se passait jadis. Les lavoirs, oui. C'était très, très intéressant. On a même été à Marseille, sur l'île de Frioul. Ouais, à côté. Ouais. Donc, on a vraiment fait le tour de tout le système de l'eau. On a vu Canal de Provence. Serpenson. Ah oui, puis les thermes. Les thermes. Ouais, puis... Mais je trouve ça drôle que, bon, c'était à ce moment-là, c'est des eaux curatives. Ils utilisaient ces eaux-là pour, désinfecter, puis ça aidait au niveau médical. Puis bon, ils ont pris ces fontaines-là, ils les ont mis dans les hôtels, puis c'est seulement les gens qui vont dans cet hôtel de luxe qui peuvent en profiter. Tandis qu'avant, c'est ça que j'ai appris avec ça, c'est que tout le monde pouvait profiter de ça. Et c'était positif, là. Nous, on a beaucoup d'eau. Ouais, on a beaucoup d'eau. Mais on n'a pas beaucoup de fontaines. On n'a pas du tout de fontaines. Puis au niveau des... Puis vos fontaines sont potables, hein? Ouais. L'eau potable. J'ai même bu dans vos fontaines. Ouais. Au niveau des thermes, nous, on n'en a pas. Puis c'est parce que les Romains sont pas venus jusque chez nous. Dans une région comme le sud de la France, le problème de l'eau est une préoccupation majeure des hommes depuis l'Antiquité. Les Romains l'avaient bien compris. Focus en Provence, et plus précisément Aix, ville d'eau, ville d'art, où l'histoire et la gestion de l'eau remontent au temps des Romains. Mais le grand changement, c'est le canal de Provence qui a emmené l'eau à Marseille, une véritable mesure d'hygiène publique. C'est en suivant le canal que nous nous sommes arrêtés chez Henri-Marc Bécard, écrivain, conteur et auteur, Les eaux d'Aix-en-Provence. L'eau est un élément le plus ordinaire qui soit. Mais dans ce pays de Provence, où l'eau est rare, donc où les anciens disaient ici l'eau est d'or, eh bien l'eau était un élément extraordinaire de l'histoire. Parce qu'à l'époque, il y avait des barbares qui habitaient, des Saliens qu'on appelait, qui habitaient un peu au-dessus de la ville. Et comme ils gênaient un peu Marseille, qui voulait commercer avec l'intérieur des terres par rapport à son commerce, Marseille a fait appel aux Romains pour guerroyer avec ces Saliens et ces barbares. Et en fait, les Romains sont arrivés. Et quand ils ont vu, je résume un peu vite, mais quand ils ont vu dans cette cuvette, dans une cuvette, ces sources chaudes et froides qui se faufilaient partout, le Romain amateur d'eau s'est dit, on y est, on y reste. Donc ils ont fondé Aquae Celestiae, les eaux de Celstius, du nom de ce consul romain qui dirigeait cette armée. Et donc déjà, à l'origine, l'eau est à l'origine de la vie, mais elle est aussi à l'origine de l'histoire de la ville. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on voit que pendant ces 2000 ans d'épopée et d'histoire, l'eau a toujours accompagné sa vie et son histoire. Et donc, c'est ce que j'ai voulu reconstituer dans mon ouvrage, jusqu'en 1950, où là, effectivement, le canal de Provence, apportant l'eau dans les robinets, là, c'est le confort standard, dans toutes les villes actuellement modernes, en tout cas. Donc, dans la rue, l'histoire, c'est un petit peu partie dans les oubliettes. Et au XVIIe siècle, la ville d'Aix, ville d'eau, ville d'art, a érigé des fontaines au centre des avenues pour la beauté, pour l'art du bien vivre. Et là, c'est une révolution. Vous imaginez, dans ce pays où il n'y a pas suffisamment d'eau, on ne pouvait pas toucher aux fontaines. C'était des fontaines sacrées. Du coup, bon, ça a posé quelques problèmes, parce que les dames provençales, les lavandières, elles allaient laver leur linge dans les fontaines. Donc il a fallu interdire ce genre de choses. Enfin, c'est toutes ces péripéties que je raconte dans mon histoire. Donc la fontaine, en fait, que vous connaissez, qui fait la réputation d'Aix-en-Provence, est assez récente. Elle date du XVIIe siècle, voyez. Les fontaines d'Aix, les fontaines fixes, les fontaines de Vœux, les fontaines chanceuses, l'eau précieuse,
tranquille et courageuse qui avance et circule en Provence. Visite à la Maison de l'eau à Barjol, où Emmanuel Roure nous attend. Il s'intéresse au traitement des eaux usées dans les cours d'eau et à la prolifération des algues qui s'est développée depuis les 5 dernières années de grandes sécheresses dans notre région. Emmanuel joue un rôle d'éducateur auprès des jeunes et la population contre le gaspillage et contre la pollution dans les rivières. La solution, si on veut le prendre plus haut, c'est de conseiller aux gens, aux citoyens, que nous on aime bien appeler ou transformer en éco-citoyens, de leur expliquer que c'est en consommant moins qu'il y aura moins d'eau à épurer, qu'il y aura donc moins de rejets, qu'il y aura donc moins de pollution dans les cours d'eau, effectivement. Donc ça passe par une éducation à l'économie d'eau. D'autant plus dans nos régions, où on est dans des régions du sud de la France, des régions méditerranéennes, où on a le vrai problème de quantité d'eau. Hein, voilà. Donc on prend le problème à ce niveau-là. Ici, on est confronté à un autre problème qui peut être tout simplement le problème des incendies. Vous savez que dans le sud de la France, il y a régulièrement beaucoup d'incendies l'été en général. Quand il y a des incendies, bon, la forêt brûlant va produire des cendres. Ces cendres sont aussi un apport très important, notamment de phosphate, qui va avoir même une fonction d'engrais dans la rivière. Il faut savoir qu'avant d'utiliser de la lessive, on utilisait du savon, et avant d'utiliser du savon même, on utilisait des cendres. On utilisait des cendres de bois qui permettaient de laver le linge. C'était ce qui servait de lessive. On faisait bouillir le linge avec des cendres, et les phosphates qui, paradoxalement, sont des agents lavants, sont aussi de l'engrais. Et il est intéressant de voir que dans la cendre, on a les mêmes composants que dans les lessives. Résultat, les forêts qui brûlent à proximité des cours d'eau provoquent les phénomènes d'eutrophisation qui sont exactement les mêmes provoqués par les lessives, à savoir une prolifération des algues très importante dans les rivières. Voilà. En 1834, il y a une grande sécheresse qui a frappé la ville. Esch n'a jamais manqué d'eau, parce qu'effectivement, elle a des eaux partout. Il y avait des puits, d'ailleurs, il y a des puits partout dans la ville. Cette sécheresse était si terrible qu'effectivement, on s'est rendu compte que le petit débit des sources chaudes et froides, qui faisait pourtant l'honneur et la fierté de la ville et des Elsois, ne pouvait pas suffire à assurer son développement. Et c'est de cette époque-là que cette sécheresse a été le déclencheur. Donc le manque d'eau, cette fois-ci, a été déclencheur d'une autre révolution. Je vous confirme, le système de l'eau aixoise est très, très préservé. Et puis nous avons quand même des réserves importantes. Hein. Eh bien moi je pense que c'est un projet qui s'inscrit vraiment dans la politique dont je viens de parler. C'est-à-dire les passerelles entre les peuples, l'information aussi, la comparaison, l'aide. On en a besoin. On a besoin de voir comment nos voisins font pour gérer cette problématique-là en particulier. Et puis agrémenter cette vision par la nôtre. Et c'est en donnant comme ça des fenêtres, en créant des effets de miroir, que je pense on pourra le mieux évoluer. D'autant plus qu'il touche une jeunesse et ben voilà, c'est le monde de demain. C'est le monde de demain. Hier, c'était une journée mouvementée et ensoleillée. On a visité beaucoup de fontaines et focus sur chaque goutte d'eau. Les fontaines affluent dans la ville comme nos pas se pressant à les retrouver. Je n'ai jamais vu de mon existence tant de sources, de fontaines de vie. L'eau jaillit du sommet des fontaines et les reflets du soleil caressent la pierre. Les feuilles mortes se baignent, se laissant bercer par le chant de l'eau. Je m'imagine au temps des Romains, pouvant profiter d'un tel bain. L'ingénieur Zola a donc proposé de réaliser un barrage qui permettrait d'alimenter la ville en eau. Les Romains l'ont fait avant que les aqueducs d'ailleurs. Bon. Et donc il a proposé de réaliser ce barrage et alimenter la ville avec ses eaux, mais les travaux ont mis 20 ans à se réaliser parce que les Alsois étaient un peu critiques par rapport à ce projet. Et les eaux sont arrivées en même temps que la fontaine de la Rotonde s'est construite. Donc la fontaine de la Rotonde, qui est à l'entrée du cours Mirabeau aujourd'hui, a commencé à couler. Son premier jet d'eau, c'était l'eau du barrage Zola.
Et il se trouve que cette eau était un petit peu marron, vous voyez. Des fois, ça crachait un peu de l'air et de l'eau en même temps, enfin ça crachouillait, c'était pas très beau. Donc cette fontaine était très critiquée, mais en tout cas maintenant elle est tout à fait acceptée dans le paysage Elsois, et elle symbolise donc cette espèce de plaque tournante où Eltz sort des limbes de son histoire, de son conservatisme, si on peut dire, pour entrer dans le grand ciel de l'industrie. Et l'eau a participé à cet essor de l'industrie elsoise à l'époque. Ensuite, bien sûr, il y a le canal du Verdon, avec le barrage Bimont, qui est associé en particulier. Et le canal du Verdon a pris le relais du barrage Zola, il l'a complété d'ailleurs pendant un certain temps, pour apporter encore davantage d'eau dans la région. Et ensuite, il y a eu le canal de Provence. Et tous ces travaux sont faits donc dans les derniers siècles de l'histoire de la ville, seulement à partir du 19e siècle. Malgré toutes les eaux de source qui ont alimenté la ville pendant presque 2000 ans, la région aixoise a créé une réserve d'eau avec la création du barrage de Bimont pour que la région se développe, parce que c'est une région qui souffre de sécheresse depuis toujours. On a fait un autre premier tournage là-bas. J'ai aimé les différentes vues dans un même endroit. Je me sentais envahi par une beauté naturelle que je n'avais jamais vue auparavant. La tranquillité des collines et la douceur de l'eau d'un côté du barrage. De l'autre côté, l'excitation d'une eau qui était enfermée dans une prison qui veut continuer sa trajectoire entre les ravins déformés par le paysage de l'eau du dernier millénaire. Eh bien, c'est un rôle d'écrêteur de crue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le barrage est construit sur un endroit où s'il y avait une crue tout à fait exceptionnelle, cette partie vide retiendrait l'eau et permettrait d'éviter que la région aixoise soit inondée. Donc, dans ce rôle d'écrêteur de crue, Bimont est essentiel. Et donc, l'évolution de la région aixoise a fait qu'après-guerre, la nécessité de créer une réserve d'eau pour que la région puisse continuer à se développer a émergé. Et donc, il a été décidé d'utiliser ces financements dans le cadre du plan Marshall pour construire cette réserve d'eau qui a consisté de la part des États-Unis d'Amérique à prêter de l'argent aux Européens, après la Deuxième Guerre mondiale pour reconstruire l'Europe. Et donc chacun a utilisé cet argent prêté par les Américains comme bon lui semblait, au mieux. Et dans la région, on a décidé de construire ce barrage, alimenté à l'époque non pas par l'eau du Verdon, par le canal de Provence, mais par l'eau de l'Infernet qui venait de la Sainte-Victoire et par les eaux de ruissellement naturelles de pluie. Allez, venez voir. Tiens, on va aller là-bas, c'est encore plus visuel. Pourquoi on a fait tout ça? Parce que c'est une région qui souffre de la sécheresse depuis toujours. C'est pas nouveau. Quel genre d'impact il y a sur l'environnement? Positif ou négatif, qu'il y ait un barrage? Il n'y a pas que du positif et que du négatif, il y a toujours des deux. Mais celui-ci n'a pas vraiment d'impact négatif parce que ça n'est pas un barrage sur une rivière. C'est un barrage créé de toutes pièces, il n'y avait pas d'eau avant. C'est un barrage qui est alimenté par un ouvrage artificiel, un canal qui lui amène de l'eau. D'accord? C'est pas comme les barrages sur les rivières, où là il y a un impact autre. Au pied du barrage, également, vous avez vu là où il y a le gros... D'accord? Il y a une turbine qui a un peu plus de capacité. Donc là, vous avez une mini-centrale. Également en sortie, quand on fait sortir l'eau pour qu'elle continue jusqu'à Marseille, tout en alimentant les communes jusqu'à Marseille, eh bien, on profite du passage de l'eau pour turbiner et fabriquer de l'hydroélectricité. Mais ça n'est pas la mission de l'ouvrage. On en profite. Hein? Beaucoup de gens d'ailleurs de la région, je ne sais pas si les Aixois le savent, dès qu'il y a une pluie, on a des appels de tout le monde, des journalistes et tout. Bimont va craquer, Bimont va craquer. Ah bon? Son rôle c'est de retenir les crues, ça va craquer? Il a été étudié pour ça et on sait qu'il retiendrait telle crue absolument exceptionnelle. Donc c'est un défaut d'information. Il faut bien savoir ce qu'il en est. Bien sûr qu'on parle des fissures, mais on parle de fissures telles que je les ai décrites et telles qu'elles sont surveillées. Mais non, mais c'est parce que ça change, le climat il change. Non, mais c'est pas... Le vent, l'eau, le soleil et l'équipe de tournage m'ont fait aimer la journée. Moi, j'ai fumé toute la journée. C'était quand même dur, hein? Bimont, une rivière remplie d'or bleu. Après le tournage,
nous sommes allés visionner le tournage avec Nathalie dans la maison des jeunes. Elle m'a rendu heureux parce qu'elle m'a dit que je faisais des beaux plans et que je reconnaissais mes erreurs. Tout le monde apprend par ses erreurs, right? C'est trop exposé là? C'est exposé. C'est qui? Un tout petit peu. Ouais, juste un tout petit peu. Pas beaucoup. Parce que voilà. là, ça dérange pas, mais quand il va zoom out, c'est là que ça va faire mal aux yeux. Ça, c'est trop blanc. Non, et la grille, elle est pas. Non, mais c'est bon, mais c'est trop exposé. Ah, pourquoi t'as coupé? Parce qu'il y a un gars qui était venu. Ça faisait bien. Ah, c'est dommage, c'était bien, t'avais un personnage. Alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les Elsois sont viscéralement attachés à leurs eaux. Enfin, ils les étaient. Maintenant, c'est une ville, comment dirais-je, contemporaine, donc on n'a plus de lien avec l'histoire et avec la nature, malheureusement. D'ailleurs, c'est un problème pour le XXIe siècle, je crois. Les Elsois ont toujours été un peu réticents au progrès. C'est aussi ça que je me suis aperçu en étudiant l'histoire de la ville. C'est que dans son histoire, dans sa mémoire, elle, c'est une ville en fait assez conservatrice qui a eu beaucoup de mal à s'ouvrir aux innovations. Mais une fois que l'innovation était là, après c'était bon. Mais il y a eu beaucoup d'opposition. Et cette opposition par rapport à l'avènement de l'eau du canal, donc l'eau de l'extérieur dans la ville, est pour cela, à mon avis, tout un symbole assez éclairant sur l'histoire et la mémoire elsoise. C'était la fête de Marie le 14 octobre, mais on n'a pas pu lui souhaiter une bonne fête. Alors, on lui a préparé une surprise le 16 octobre chez Brigitte. Une belle maison comme en Espagne. Même si j'ai jamais été en Espagne, ça me donnait l'idée de ce pays. Et encore une autre fois, bonne fête Marie. Mouah. La soirée de hier était une bonne soirée. Les gens s'amusaient pas mal. Moi, au début de soirée, je m'amusais aussi. Et après, j'ai eu un down. Un down, c'est un coup de blues. You know? Donc, j'avais hâte d'être dans mon lit. Festin merveilleux, en cas vermieux, fantastique hôte d'une soirée d'abondance, autant de bougies que de lumière dans les yeux. Joyeux anniversaire, que j'ai de la chance. À Roussillon, ça fait 11 ans que la station d'épuration en lit de roseaux fonctionne. Cette station a une norme de rejet exceptionnelle. Donc vous êtes sur la station d'épuration de Roussillon. C'est une station qui est de 1250 équivalents habitants. Donc l'eau qui vient du village est de type séparatif. Donc séparatif, c'est-à-dire qu'on a une séparation des eaux usées et des eaux pluviales. Alors, cette eau, elle arrive naturellement du réseau et elle passe directement au dégrilleur qui est juste à côté de vous. Alors à quoi sert le dégrilleur? Tout simplement, tout ce qui est retenu ici va empêcher de nuire au suivi du traitement. Ou le principe est le principe du siphon, c'est-à-dire que sur cette station, il n'y a pas d'électricité. L'eau se remplit, le siphon monte et une fois qu'après il se remplit d'eau, ça crée un effet, ce qu'on appelle le siphon, et l'eau part sur les lits. Ça tourne. Donc après le dégrillage, donc je vous ai dit qu'on passait directement sur les lits plantés de roseaux. Donc il y a, au premier étage, il y a 3 lits. Donc on va répartir l'eau, une semaine sur un lit, une semaine sur l'autre, ainsi de suite. Pour qu'il ait le temps de sécher, de se reposer et de dégrader la pollution. Donc les rhizomes, ce qu'on appelle rhizomes, c'est-à-dire les racines des roseaux, vont permettre à l'oxygène de passer. Les bactéries vont être fixées sur ces rhizomes ainsi que sur les sables et va dégrader la pollution. Avec l'effet du vent, ça va permettre aussi de craqueler la couche qui se met en surface, donc tout ce qui est matière en suspension, et de créer une meilleure aération. Alors on va passer au deuxième étage, donc on va descendre beaucoup plus bas. L'eau
c'est-à-dire plus ou moins claire déjà dans un premier temps, épurée, arrive ici. L'eau de chaque lit. Pour le principe, il est le même. L'eau qu'on récupère ici sur les 2 étages, sur les 2 lits d'en bas. Des lits plantés de roseaux également pareil, avec des bactéries aérobies pareil. Il y a des bacs en dessous des roseaux? Oui, c'est des bacs, c'est creusé. Il y a une certaine couche de sable, de gravier, avec une granulométrie assez précise, déterminée par les constructeurs. Et c'est sur ces sables où se développent aussi donc, les bactéries aérobies, sur les rhizomes. Et donc ces rhizomes ici qui permettent aussi d'éliminer la partie azotée, c'est-à-dire tout ce qui est l'ammoniac. Voilà. Ça va directement dans la rivière. Alors ensuite, ça passe d'abord par un canal de comptage où on peut effectuer des mesures de débit. Ici on est tenu sur une station comme ça, on mesure 2 fois par an le débit. Il faut savoir le rejet, déjà l'arrivée sur la station du village, combien on rejette d'eau traitée, et pour pouvoir mesurer les paramètres entrée-sortie et vérifier qu'on dégrade bien la pollution entrante. Voilà. Et ensuite cette eau est évacuée vers un ruisseau, donc repart au milieu naturel. Elle a les normes requises pour rejeter. Un peu mieux. Maintenant, elle est plus... Ouais, une grosse évolution. Elle est plus blanche, là. Elle est claire, hein? Ouais, elle est claire, c'est ça. Entre les roseaux, le chemin de l'eau. Impure, elle joue dans les racines. Elle fait office de machine, toute cette panoplie de roseaux. Les rayons de soleil flattent le vert des herbes hautes balancent dans le vent. Les roseaux ressentent jusqu'à la chair les caresses de leurs amis invitants. Malgré la fatigue et le mal au cœur de Marie-Ève, nous prenons la route dans la bonne humeur. Direction barrage de Serponçon. Cet ouvrage remonte au XIXe siècle. Et toujours les mêmes scénarios. Crues dévastatrices sur la Durance, énormes dégâts dans la vallée, et encore et toujours des périodes de sécheresse très longues. Les habitants de la vallée souhaitaient la construction d'un barrage qui leur permettrait d'écrêter les crues et de garder de l'eau pour les périodes de sécheresse. Donc dans ces 3 missions, la première mission, c'est la production d'électricité. Donc c'est le premier maillon de la chaîne de la Durance. C'est-à-dire c'est un peu ici qu'on va commencer à lâcher de l'eau et on va produire sur toute la Durance. La puissance de la Durance, c'est 2000 MW en 10 minutes. Donc on voit que c'est vraiment un intérêt très important sur la Durance. 2000 MW en 10 minutes, on va dire que ça représente presque 2 tranches nucléaires. Sauf que là, c'est démarrer en 10 minutes, c'est vraiment l'important. C'est qu'on est capable de démarrer toutes les centrales en même temps et d'avoir nos 2000 MW. La deuxième mission, c'est de pouvoir écrêter les crues, comme on disait tout à l'heure, limiter les périodes de crues. On va également stocker, on a 1,2 milliard de mètres cubes et on va pouvoir stocker l'eau quand on a des débits très importants qui rentrent. Et sa troisième mission, c'est l'irrigation de la basse Durance. Donc on stocke de l'eau pour l'irrigation. On a 200 millions de mètres cubes qui sont réservés sur la retenue. On les doit entre le 1er juillet et le 30 septembre. On va alimenter un certain nombre d'agriculteurs, des canaux qui vont permettre l'arrosage. Ces 200 millions de mètres cubes, ça représente 8 mètres sur la retenue de Serponçon. Il faut savoir que pour cette troisième mission, le ministère de l'Agriculture, à l'époque de la construction du barrage, a participé à hauteur de 12% sur le financement du barrage. L'eau arrive par là, rentre dans la turbine, fait tourner la turbine et entraîne un arbre qui est fixé en haut par des boulons, là par un arbre. Et en fait, c'est ça qui va entraîner le rotor
qui va produire l'électricité. La turbine qu'on vient de voir, elle se trouve ici, là. Vous voyez, elle est là. Donc en fait, comment ça fonctionne? On a l'eau qui arrive par là. À l'amont, on a une vanne de pied. Je vais vous emmener voir la vanne de pied dans un moment, on ira la voir. Donc c'est des vannes ici qui s'ouvrent et qui se ferment quand on veut démarrer la machine. Une fois que l'eau rentre, l'eau passe dans une bâche spirale. Vous voyez, c'est écrit la bâche spirale. Donc on voit l'eau qui est en pression tout autour de la bâche spirale et on vient ouvrir ici des directrices qui vont s'ouvrir tout le tour de la roue et laisser passer l'eau dans la turbine. Donc l'eau passe dans la turbine, transmet un mouvement de rotation à la turbine et ressort ici à l'aval et on la retrouve dans le bassin qu'on a vu à l'aval tout à l'heure, le bassin d'Espinasse. On voit ici, là, cette partie-là, c'est l'alternateur. Donc on voit le stator qui est la partie fixe qui ne tourne pas et le rotor qui est la partie qui tourne. Pour produire de l'électricité, on va faire passer du courant continu dans le rotor. Le courant continu, quand il passe dans le rotor, ça fait comme un aimant. Et ça va nous faire, en passant devant les bobines du stator, produire de l'électricité. Cette électricité, on la récupère sur un câble triphasé qu'on va ramener jusqu'à un transformateur qui se trouve dans le premier bâtiment qu'on a vu. L'électricité ne se stocke pas et il faut la produire en permanence, quand on en a besoin. Et le soir, quand le site il est fermé, il y a quelqu'un qui reste de permanence? Non, il n'y a personne qui rentre. Donc ici, on est dans la salle de commande, mais en fait, il n'y a personne dans la salle de commande, on ne commande rien. Donc ici, tout est commandé depuis Sainte-Tulle. Donc c'est depuis Sainte-Tulle qu'ils vont nous envoyer des ordres de marche et arrêt, et la machine elle va démarrer toute seule, en automatique. Nous, on intervient uniquement s'il y a une panne. Premièrement, ça permet d'optimiser tous les moyens de la vallée, ça veut dire qu'eux, ils ont la commande sur toutes les centrales de la vallée. Il y a 32 centrales qui équipent le Verdon et la Durance. Et donc, le fait d'avoir toutes centralisé ces commandes, ils vont démarrer toutes les centrales en même temps au moment où ils en ont besoin. Ça va pouvoir synchroniser un petit peu tous ces moyens de production. Et également, le fait d'avoir personne dans les centrales, tout est automatique. Ça nous évite bien d'avoir du monde en permanence 24h/24 dans les centrales, quoi. Donc on voit ici, les aiguilles, vous voyez, ne sont pas à zéro, donc le groupe 2 tourne. Le groupe 3, lui, il est à l'arrêt, le groupe 4, il est à l'arrêt également. Donc on a un seul groupe qui est en train de produire aujourd'hui, là. Donc ça veut dire que les autres usines tournent, on tourne au ralenti sur la Durance et on va sûrement démarrer en fin de matinée pour faire les pointes, quoi. Ça va nous permettre d'ouvrir la vanne en eau morte, sans pression. On va équilibrer la pression à l'amont et à l'aval. Donc on a à peu près 12 bars de pression ici, puisqu'on a 120 mètres d'eau. Voilà. Là, ça va être dans l'huile. La roue, la turbine, elle est dessus.
Nous avons suivi au fil de l'eau son histoire, ses caprices, ses crues, ses sécheresses. Fin de la course pour cette rivière. Fin du séjour pour les jeunes Québécois. Sur le bateau qui les mène aux îles du Frioul, ils respirent un autre air. Je les invite à me raconter leur carnet de voyage. J'adore Marseille. C'est très beau. Puis je retrouve un petit peu de mon cœur ici. Ouais. C'est une partie de moi, je trouve. J'aime, je sais pas, on dirait que ça m'émeut. Je vois ici, là, je trouve ça très beau. Je me reconnais dans les rues, dans les immeubles, dans les maisons, les bateaux, le port. C'est beau. Il y a des requins. Pas de requins. Alors c'est juste des dauphins. Quand on est sorti, là, il va accélérer, là. Pourquoi tu as accepté de faire ce voyage? Parce que ça faisait longtemps que je voulais voir l'autre continent, ben, voir Paris, voir la France. Puis en plus, ce qui m'a motivée, c'est que ici, je viendrais faire mon expérience. Puis je trouvais que ça avait l'air bien organisé. J'avais envie de connaître autre chose. Mais ici, on dirait que c'est un peu plus agité comme Montréal, comme quand tu marchais dans les rues. Et après ça, c'est les îles alentours. Ben, c'est vraiment beau ici. Hein. C'est fucked up. Vraiment, j'aime ça beaucoup. C'est tout le coucher soleil, on dirait. J'aimerais ça habiter ici, mais une maison ici, puis prap. Je me suis sentie vraiment... c'est la plus belle accueil que j'ai eue. Je trouve que les gens ici sont très, très, très accueillants. Sont chaleureux. Ils veulent vraiment faire en sorte que notre voyage se passe bien. Ils veulent qu'on soit confortable. Ça apparaît dans leur attitude. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve précieux. Je les trouve sympas et gentils. Ouais. Et j'espère qu'on leur fait plaisir. Tu trouves qu'ils sont différents de vous ou pas? Ben, ils ont une autre mentalité quand même. Ouais. On n'a pas vécu les mêmes trucs et on n'est pas nés dans le même pays. Ils ont un paysage différent du nôtre. Je pense qu'on a les deux groupes, on pense aux mêmes choses, on dit les mêmes choses, mais on le dit pas de la même façon. Il y a deux codes différents, par exemple. Je pense que tous les gens vivent la même chose à travers le monde, mais par rapport au langage, par rapport à... Tu sais, parce qu'ici, il y a un accent, il y a une façon d'être, il y a une façon de parler, mais on vit tous, au fond, les mêmes choses. J'aime bien leur accent, surtout lui de Marie-Ève. Et leur façon, c'est une autre façon. Les jeunes de Corcy, mais ils sont comme tous les autres jeunes. Hein. Ouais. Oui, ils sont normaux, ils sont pas différents. C'est juste une autre mentalité, avec un vocabulaire différent, c'est tout. Je trouve qu'ils sont sympas, puis ils sont un peu plus vite que nous aussi. Surtout quand ils marchent, quand ils parlent. Ils parlent plus vite? Mais ouais, ils parlent plus vite. Des fois, je comprends que dalle. C'est vrai? Mais ouais. Pourquoi tu as choisi de faire une formation en audiovisuel? Parce que c'est ça que j'aime. C'est quoi que tu aimes? J'aime le show business. J'aime ça filmer, j'aime ça animer, être devant une caméra, je sais pas. Hein. Tu as déjà écrit des histoires? Une histoire? Pour un film que tu voudrais réaliser? Ouais. Ouais, j'ai déjà écrit une histoire. Ça parle de quoi? Ça parle de 3 jeunes qui essaient de réussir dans la vie d'un quartier défavorisé. C'est ça. C'est à Montréal? À Montréal, ouais. Parce qu'à Montréal, il n'y a pas beaucoup de chance hein, pour le show business, tout ça. Là. C'est plus aux États-Unis, tu vois. Comme les Américains, les autres, ils font tous les films, mais tu n'entends pas vraiment beaucoup parler des films canadiens. Non, c'est vrai. Ça, moi, j'aimerais ça, un de mes films soit parlé au Canada au moins. Entendu par tout le monde dans le monde, tu sais. Ouais. Avec des jeunes.
Ouais. Des jeunes qui te ressemblent? Ouais. Des jeunes entre 16 et 25 ans. Et Caméra Côte des Neiges? Oui. Oh, j'avais choisi parce que bon, je voulais voir quelque chose de nouveau. J'aimais ça jouer avec des petites caméras, bien cadrées, puis savoir faire des belles images. J'aime bien faire des vues, des réglages. Ouais. J'ai appris beaucoup dans ma formation auparavant, mais j'ai l'impression ici que tout s'imprègne en moi. J'apprends vraiment plus vite, on dirait, je sais pas. C'est vraiment particulier. Puis, en fait, je m'attendais pas à grand-chose quand je suis arrivée ici, mais ce qui m'a amenée, c'est vraiment le fait de connaître d'autres expériences puis de m'ouvrir à autre chose. C'est comme on apprend des choses et puis on donne qu'est-ce qu'on a. J'ai trouvé des beaux cadres, des belles images. C'est vraiment pris plaisir à tourner aujourd'hui. Oui. Ben, c'est une belle île. Ouais. Il y a des beaux paysages. Je voulais pas filmer, je voulais voir, plus voir que filmer. Ouais. Comme ça, je vais bien m'en rappeler. Comme ça, la prochaine fois que je viens, je vais amener, je sais pas, la famille ici. Ou peut-être si j'ai une blonde, ma blonde. Mes enfants, je sais pas, c'est beau, hein? Mhm. Tu vas continuer à filmer quand tu vas rentrer? Ouais. Mais un documentaire, c'est plus. Tu vois, tu dois être plus. Tu dois avoir plus de détails. Ouais. Tu dois savoir qu'est-ce que tu veux filmer. Puis tu dois rentrer tu dois rester dans le même sujet. Sinon, ça va faire une montagne, puis ça va descendre encore. C'est la meilleure façon de commencer, c'est ça, une bonne pratique. Ça nous aide, puis c'est pas mauvais parce que l'eau, on a besoin de ça. L'eau, c'est une ressource. Ça fait partie de la vie. C'est de l'or bleu, comme je dis. C'est ça, moi, je savais pas que les roseaux, ça nettoyait, puis tout ça. Puis ça renvoyait ça dans la mer ou dans la rivière, c'est ça? Ouais, dans la rivière. Mm. C'est efficace. Ouais. C'est une bonne façon de nettoyer l'eau. Ouais. Pour la réutiliser, pour qu'elle soit potable. Ça. Mais aujourd'hui, vraiment, le problème de l'eau, c'est le problème, je pense, du XXIe siècle. Sur le plan de l'environnement, nous avons 1 milliard de personnes de plus tous les 10 ans sur Terre. Et le problème ne fera que s'accroître si on n'essaye pas d'y mettre bon ordre, rapidement. Je pense qu'il y a beaucoup de cultures que l'on devra rendre de nouveau vivrières en limitant de beaucoup les cultures, les monocultures, surtout en Amérique latine et en Afrique. Et puis, dans le même temps, propager les entreprises de désalinisation de l'eau de mer et faire en sorte que l'accès aussi à l'eau soit privilégié. Et aujourd'hui, une femme ou une petite fille en Afrique perd en moyenne 3 heures par jour pour aller chercher de l'eau. Et alors qu'en Europe, il y a un gaspillage épouvantable. C'est ça, moi je vais continuer à faire des vidéoclips dans mon quartier avec les jeunes de mon quartier, essayer de les monter aussi, comme ça. Faire de la musique, moi je fais de la musique chez nous, du rap anglais avec mes amis de notre quartier aussi. C'est ça, puis je retourne à l'école. Maintenant je suis supposé d'être à l'école, mais j'ai décidé de venir en France pour voir à quoi ça a l'air, parce que j'ai jamais été en Europe, tu vois. Puis c'est ça, je voulais voir comment ça a l'air, respirer une autre air. Puis c'est ça, puis quand je vais retourner à Montréal, mais je dois retourner à l'école. C'est plate, mais c'est comme ça. Bien, je vais essayer, comme j'ai monté une émission. Ouais. De télé. Ouais. C'est comme qu'est-ce qui se passe dans mon quartier et tout. Et j'ai fait un film qui s'appelait Dans le sac. Et en fait, c'est pas une thématique, il y a même pas il y a une histoire, mais en fait, c'est vraiment moi ce que j'aime, c'est créer un univers dans la fiction. Donc
j'ai réussi à créer dans ce film-là vraiment un univers. Puis c'est vraiment... c'est le fun. C'est un peu surréaliste. Donc, moi, je suis en train j'ai écrit d'autres films que je veux réaliser. Je veux monter un portfolio, puis mon but à long terme, c'est d'aller à l'INIS. C'est une école à Montréal en cinéma, professionnelle en cinéma. Et c'est ça, mon but, mon gros but, c'est vraiment d'être réalisatrice. C'est ça mon rêve pour le moment. Et voilà, le retour dans notre pays. La tristesse de quitter la terre qui nous avait hébergés pendant 20 jours. C'est dur de quitter toutes ces beautés en arrière. La beauté des gens et la beauté de l'environnement. Mais c'est une joie de retourner chez soi, là où je me sentais comme un roi. Mon seul regret, c'est de ne pas faire plus de jours ici, à Aix-en-Provence, parce que c'est un endroit qui a beaucoup de charme et de l'abondance. Maintenant, c'est la préparation de dire au revoir beauté d'Aix-en-Provence. De Aix au Canada, terre de nos aïeux, Corcy va me manquer même à mon arrivée. Je vous donne tous mes adieux. La même façon que vous m'avez accueilli, malgré les discussions, j'utilise ce moment pour m'excuser et prouver que grâce à ces événements, nous sommes tous rattachés. Merci à tous les jeunes de Corcy. Au revoir Aix-en-Provence et bonjour Montréal. Arrivée des adieux. Dans un sentiment de joie à retrouver mes proches et mon pays, il y a aussi la nostalgie de quitter une contrée charmante et des gens aussi attachants. J'ai beaucoup appris dans ce voyage et le bilan est très positif. J'ai appris autant au niveau humain qu'au niveau des connaissances techniques. Je repars avec des bagages précieux. Notre carnet de voyage sur l'histoire de l'eau en Provence nous a amené à voir que la gestion de l'eau a toujours été une préoccupation de l'homme depuis l'Antiquité. Il y a des hommes qui travaillent autour des métiers de l'eau, au service de l'eau, qui surveillent s'il n'y a pas de fuite, si l'eau est toujours potable, si elle peut retourner dans son milieu naturel, qu'elle ne soit pas gaspillée, qu'elle irrigue les cultures même en période de sécheresse. Mais cette gestion a un coût. L'eau est chère et va le devenir de plus en plus. Protéger l'eau pour ne plus la gaspiller, ça passe par une éducation à l'économie d'eau, être éco-citoyen en consommant moins, tout simplement. Les jeunes Québécois ramènent dans leur valise des images de cette gestion, des souvenirs, des rencontres amicales autant précieuses que l'eau. Les carnets de voyage continuent sur la route des énergies vertes au Québec.